Alors oui, Ousseynou, désolé, hein. Bonsoir, Gora, ça va? Oui, ça va bien, vous me recevez? Oui, on reçoit 5 sur 5, 10 sur Ok, 10. cool. Ok, Donc, désolé, hein. Bon, parce que mon téléphone... euh, Oui, c'est que mon ordi m'avait joué un mauvais coup tout à l'heure, quoi. d'accord, d'accord. Bon, pas de souci, hein. Oui, ensemble. Et bonjour aux autres. Donc, bonsoir aux autres. Alpha Bonsoir, Diallo, Galaxy bonsoir du Admin, moins. c'est là. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, j'espère que vous nous entendez. Vous, Sec, Galaxy Bonsoir. Admin. Oui, bonsoir Alpha. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend très bien. Ok, Oui, cool, donc c'est bon. super. Donc, Ok, c'est un honneur, hein, c'est un honneur et un plaisir pour nous non, de recevoir un grand qui est non, formidable et très, très, non. comment on appelle, très disponible pour partager toujours avec la communauté. Donc, je salue aussi toute la communauté Telenet et toutes les communautés Merci. IT du Sénégal, quoi. Donc, merci Ouais. beaucoup encore une fois, Gore, d'avoir répondu à l'appel de Kharala. Vous avez Bon, c'est normal, et c'est merci normal. beaucoup à vous tous aussi. Et bon webinaire. Bon, ok, bon, c'est normal, Ousseynou, hein. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à toi aussi, Ousseynou. Franchement, c'est moi aussi, c'est un immense plaisir d'accepter ton invitation parce que moi, auparavant, c'est moi qui se soutiens de l'autre côté, hein, via Community Telnet. Et aussi, ça fait un plaisir aussi d'essayer de partager le peu de connaissances qu'on a dans le monde du cloud et sur ce qu'on est en train de faire actuellement dans le milieu de l'entreprise extra et tout. Parce que nous aussi, c'était l'objectif pour lequel on avait créé la communauté Telnet. Et aussi, on remercie Ousseynou, hein, qui est un grand monsieur et qu'on respecte beaucoup, grâce à l'ensemble des actions qu'il est en train de faire au niveau du Sénégal, l'audace qu'il a à entreprendre au Sénégal, créer des choses nouvelles comme Harala, et aussi essayer d'organiser des webinaires pour le partage collectif de la connaissance et tout. Donc, j'espère qu'on va passer un bon webinaire. Donc, avant de partager mon écran, je vais juste remercier tout le monde, en fait, de leur assistance et tout. Et j'espère que le webinaire va bien se passer. Et n'hésitez pas à poser vos questions, donc, si vous en avez. Donc, je pense que c'est bon dans l'ensemble. On peut commencer ou bien j'attends le feu vert. Oui, vous pouvez démarrer. Donc, voilà. Ok, cool, Donc, c'est comment bon. ça se Donc, passe? Si vous, par exemple, si vous avez des présentations, vous pouvez commencer. Ensuite, vous pouvez demander des questions. Par exemple, vous ok, pouvez présenter 30 minutes ou bien parler avec des gens 30 minutes ou 45. Ça dépend de vous, hein, et ce que vous avez préparé. Ensuite, les gens peuvent poser des questions et vous répondez. ok. Ok, ok. Bon, merci, hein, merci. Bon, parce que ça aussi, ça va être plus pratique. Parce que OK. l'importance aussi de cette présentation-là, c'est, pour vous dire avant de commencer, c'est orienté typiquement entreprise ou Mhm. bien pour une personne qui est actuellement dans le cloud et qui veut répondre à des appels d'offres et Mhm. avoir certaines informations concernant cela. Et Mhm. aussi, n'hésitez pas après le webinaire, si vous voulez plus de détails ou bien plus Mhm. d'explications ou bien certains documents, bon, de contacter nous directement ou bien de me contacter. Moi, je serai ravi en fait de vous répondre et de vous aider sur quoi que ce soit. Vous êtes très disponible. Oui. Donc, et ce que je vais vous présenter, en fait, c'est quelque chose qu'on fait en entreprise qui est applicable. Donc, avant de partager les diapos, de base, je devais commencer par vous dire, bon, comment on fait pour devenir un ingénieur en cloud, avant de vous parler de, comment on l'appelle là, comment on répond à un appel d'offres. Mais pour être plus efficace, je pense que pour devenir un ingénieur cloud, là, mieux vaut qu'on fait ça dernièrement et les associer avec les questions. Parce que chaque Mhm. personne a ses propres besoins, quoi. Il y en a qui connaissent déjà le cloud, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Donc, je vais essayer d'en profiter au niveau des questions pour pouvoir mieux les présenter, les expliquer. Mais ça Mhm. ne va pas être une présentation aussi rhétorique. Donc, Mhm. on peut commencer donc maintenant. OK, je partage mon écran. C'est comme ça qu'on partage, je pense, hein. Oui, en bas là. OK. Entier, donc, autorisé. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Vous voyez le diapo? Oui, on le voit très bien. Je le mets en mode présentation ou quoi? Oui, c'est bon. Vous pouvez mettre mode présentation. C'est OK, cool. plus- C'est bon? Attends, je vais voir. OK, ça passe. OK. Bon.
Encore une fois, en fait, merci Ousseynou pour cette occasion que tu nous as donnée, moi personnellement, en fait, de pouvoir partager cela, parce que c'est en partageant qu'on peut gagner et qu'on peut aussi maîtriser ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que je suis expert sur ce que je dis. Non, il y a des gens qui sont plus compétents et qui ont plus de connaissances sur ce que je dis, peut-être qui sont au niveau du chat. N'hésitez pas à faire vos interventions ou bien vos suggestions. Donc, avant tout, je vais me présenter. Moi, c'est Goro Faye. Je suis ingénieur DevOps, mais actuellement, je suis chef de projet cloud au niveau de Orange, qui est à Sophia Antipolis. Donc, ça fait un bout de temps que je travaille dans le cloud, surtout sur tout ce qui est la réponse des appels d'offres, etc. et tout. Donc, je pense que j'ai un peu en fait de légitimité pour pouvoir faire cette présentation. C'est juste en fait pour vous rassurer que il y a certaines compétences que j'ai pour vous pouvoir permettre de pouvoir connaître ce sujet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette présentation va se centrer sur une première thématique qui est comment répondre à un cahier de charges pour migrer dans le cloud. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'on veut migrer une application ou bien un produit ou bien un service vers le cloud et qu'on vous donne un cahier de charges, comment vous allez faire pour pouvoir présenter le client une solution correcte et viable qui va séduire le client pour qu'il puisse vous donner en fait son produit pour que tu le gères après. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'à l'issue de cette présentation, normalement, vous allez être en mesure, si je n'exagère pas, ou bien vous allez avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir dire que moi, maintenant, je connais l'ensemble des éléments qu'il faut pour pouvoir répondre à un appel d'offres. C'est ça. Et une fois qu'on termine ce point, je vais me lancer sur un deuxième point qui est comment lancer sa carrière dans les métiers du cloud computing. Là, je vais faire une présentation générale parce que si je devais traiter à fond ces deux sujets, ça va me prendre énormément de temps. Parce que dans le cloud, il faut connaître le concept du cloud computing et connaître aussi quels sont les métiers du cloud et aussi parler plus profondément. Donc, mais après, je vais vous donner juste les billes qu'il faut, essayer de répondre au maximum aux questions et je pense que ça va bien se passer quoi pour certains. Donc, en commençant, le premier point qui est comment répondre à un cahier de charges. Donc, mais n'hésitez pas, Ousseynou, par exemple, s'il y a des questions qui viennent au cours du temps, vous pouvez m'interrompre et je vais essayer de les répondre. J'espère que ça va. C'est nous. Tu es là? Allô? Oui, On alors, dirait qu'on a perdu Ousseynou, hein? Oui. Ah bon, vous m'attendez parce que je pensais que je vous ai perdu, quoi. C'est bon? non, non, le problème est lié à l'autonomie. Oui, on vous entend, nous on vous entend. Je sais pas. Ah, ok, ok, désolé, parce que pour moi, j'avais perdu ma connexion, quoi. Ok, donc cool. Donc, je peux continuer? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, donc, parce que si je dis que vous m'attendez, vous pouvez me répondre. Ok, c'est bon? Ok. Bon, maintenant, donc, on va commencer avec ce point. Comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire que comment répondre à un cahier de charges dans le cloud. Et pour dire de manière générale, on peut faire une transposition par rapport, par exemple, quand on fait un cahier de charges pour répondre à un projet de site web, ou bien à un projet mobile, ou bien à un projet agricole, etc., etc. Et ça. Ce qui est important ici, c'est quoi? C'est de comprendre les concepts généraux. Ça sert à quoi? Donc, et qu'est-ce que ça va nous servir réellement? Donc, c'est pourquoi je vais commencer par faire une petite définition classique de c'est quoi un cahier de charges. Donc, et après, donc, commencer à faire la présentation. Donc, un cahier de charges, comme vous l'avez vu dans la définition qui est ici, bon, mais de manière générale, c'est juste ce qu'on appelle une ébauche technique. C'est-à-dire que c'est un document que le client va faire qui va décrire l'ensemble de ses besoins et ce qu'il attend réellement
chez le prestataire. Si je parle de prestataire, c'est la personne à qui il va confier son projet. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on prend un tailleur comme étant le prestataire et la personne qui veut faire son boubou comme le client, bon, la personne qui veut faire son boubou peut dire que moi, je vais faire un cahier de charge pour avoir, par exemple, un grand boubou, par exemple. Il va dire que il va écrire l'ensemble de ses besoins dans ce papier en disant que bon, je veux 2 pièces, pantalon tel comme ça, taille de cou comme ça, taille de pantalon, c'est ça. C'est la description de tes besoins, de tes attentes par rapport à ce tailleur-là. C'est ce document-là qui va représenter un cahier de charge. Et c'est pareil, par exemple, dans le monde du cloud, lorsqu'il y a un projet, par exemple, si un client veut amener son application, par exemple, ou bien son bus de données, exemple, dans le cloud, s'il n'a pas les expertises, il va chercher quelqu'un pour lui faire ça. Et cette personne-là va être peut-être le prestataire ou bien une entreprise c'est l'entreprise qui va lui permettre de réaliser ce qu'il veut réellement. Et pour que l'entreprise puisse faire ce qu'il veut, il faut que le client exprime ses besoins. Pas théoriquement, mais dans un papier, ce qui va permettre au client de bien comprendre le besoin exactement et comment il doit faire pour satisfaire le client. C'est bon? Donc, c'est ça un cahier de charge de manière générale. Donc, maintenant, si on connaît le cahier de charge, je vais essayer de vous donner quelques idées, par exemple. Bon, comment vous reconnaîtrez un cahier de charge ou bien si vous devez mettre en place un cahier de charge, comment vous allez le faire? C'est pourquoi j'ai listé quelques éléments essentiels qu'on peut trouver dans un cahier de charge. Bon, là, je parle maintenant peut-être dans le domaine du cloud ou bien dans le domaine des applications mobiles. Mais par exemple, si je prends dans le domaine du cloud, j'imagine par exemple, Ousseynou a une application qu'il a en on-premise, par exemple, qu'il a dans son entreprise, qu'il a hébergé au niveau de son entreprise, et Ousseynou veut migrer son application dans le cloud. Par exemple, si je prends le cloud, par exemple, je prends AWS ou Azure ou GCP, qui sont des grands fournisseurs de services cloud et OVH, par exemple, etc. et tout. Donc, Ousseynou veut me confier son travail. C'est moi qui le prestataire. Donc, maintenant, Ousseynou a son application qu'il a hébergée dans son entreprise, par exemple, son data center est dans son entreprise et il a des besoins spécifiques qu'il n'a pas dans son entreprise et il veut migrer maintenant son application, par exemple, dans Amazon ou bien dans AWS. Ousseynou maintenant doit rédiger son cahier de charge pour me permettre, moi qui dois faire ça, de comprendre ses besoins réels. Et pour faire ça, Ousseynou doit commencer par écrire le contexte de son besoin et aussi définir les problèmes. C'est-à-dire, quel est son problème pour qu'il veuille migrer son application dans le cloud? Est-ce que son application, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et que Ousseynou n'a plus d'espace dans son data center? Ou bien est-ce que son load balancer, etc. et tout, n'est plus efficace par rapport aux données qu'on a ou bien par rapport à la distribution qu'il fait et tout ça? Donc, Ousseynou doit spécifier les problèmes qu'il a pour vouloir, par exemple, migrer son application dans AWS en passant par moi. Donc, moi qui est le prestataire, ça va me permettre maintenant de comprendre donc quel est le besoin de Ousseynou et quels sont ses problèmes, par exemple, et tout. Mais, donc, pour pouvoir, en fait, travailler dans son application, par exemple, Ousseynou doit me décrire la solution qu'elle a, ça fonctionne comment, c'est quoi exactement. Par exemple, on ne peut pas travailler sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Ousseynou va m'expliquer, par exemple, l'hébergement, comment fonctionne son application, l'architecture que l'application a, comment ça fonctionne au niveau de son data center. Ça va me permettre de pouvoir analyser son architecture, faire du bench, revoir le problème et aussi valider que bon, les problèmes que Ousseynou me dit, c'est réellement ça le problème pour pouvoir proposer une solution adéquate, une solution évolutive et aussi une solution plus efficace et aussi amener des améliorations par rapport à ce que Ousseynou avait.
Donc, et pour faire ça, il va falloir que je puisse avoir des informations sur ce qu'il a. C'est ça qu'on parle, c'est pourquoi on parle du descriptif de l'existant. C'est bon, je suis jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de questions? Super. Hein? C'est bon? Si je parle trop aussi, hein, vous pouvez me le dire. Hein? Je veux pas faire une présentation rhétorique aussi. Donc c'est ça. Donc, maintenant, si Ousseynou me fasse une description de son existant, par exemple, de ce qu'il a exactement, maintenant, Ousseynou va faire de manière simple en me disant que maintenant, Gora, c'est ça que je veux. Je veux que n'importe où bon, par exemple, n'importe quelle personne qui utilise mon application, s'il se trouve à Fongolemi, qu'il puisse utiliser mon application sans pour autant avoir des problèmes de disponibilité. Ou bien ça, il me faut régler les problèmes de sauvegarde. Il faut me régler les problèmes de réplication. Bon, je parle des fois des termes qui sont plutôt techniques dans le jargon du cloud. Hein. Pour les gens qui ont fait du cloud, ils vont un peu comprendre, mais ça, c'est aussi juste. L'essentiel, c'est de comprendre les grandes lignes. Et ça, vous pouvez le transposer n'importe où, dans le domaine agricole, dans le domaine littéraire, etc. Et tout. Donc, Ousseynou doit spécifier ses besoins pour que ça soit clair maintenant. En me disant que, Gora, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en plus de ça, il va me parler aussi de ses attentes. Gora, j'attends ça de toi. J'attends que tu me, par exemple, que tu m'envoies tel document. J'attends que tu me proposes 2 architectures. J'attends de toi aussi que tu me proposes une solution qui ne coûte pas cher. J'attends que tu me fournis des documents qui montrent que vous êtes légal, etc. Et tout. Tu vois? Donc, il doit me présenter ses besoins et de ses attentes. En Wolof, moi, il est hard, quoi. Avec les mots sortent de. C'est comme ça. Bon, vu qu'on est dans Harala, donc on peut parler souvent Wolof si on veut, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que parle de ses besoins, tout ça. Et des exigences sécurité. Pourquoi je l'ai mis? Parce que lorsqu'on parle d'application, dans le monde de l'informatique, par exemple, si tu voulais faire un cahier de charge pour qu'on te crée un site web ou une application mobile, que ça soit aussi, ou bien si tu voulais faire un cahier de charge dans le domaine du cloud, etc. et tout, l'aspect sécurité est hyper important. C'est pourquoi, lorsque vous faites un cahier de charge sur cet ordre-là, que ça soit dans le domaine du développement ou bien du cloud, il faut toujours parler de ces exigences sécuritaires pour qu'on puisse prendre l'aspect sécurité. Donc, c'est pourquoi lorsque vous mettez en place un cahier de charge, il va falloir que vous essayez de préciser en fait cette exigence de sécurité-là. Et des fois, bon, c'est pas obligatoire aussi l'environnement budgétaire. Des fois, il y a si tu veux faire ton cahier de charge, bon, si on le fait méthode Sénégal, par exemple, on ne dit pas ce qu'on a. On dit à la personne qui vend, par exemple, avant que tu proposes ton produit. Et ici, c'est comme ça que des fois, bon, tu peux dire que moi, c'est ça que je veux, mais c'est ça que j'ai comme argent. Mais là, tu n'es pas obligé de le mettre dans ton CDC, dans ton cahier de charge. Tu peux seulement, par exemple, dire au client de te fournir, par exemple, au niveau de tes attentes, un coût raisonnable, etc. et tout. Et peut-être tu vas donner aussi ton appel d'offres à un autre client et tu vas faire aussi une comparaison et essayer de voir à qui tu vas confier ton travail. Tu vois. Deuxièmement aussi, que ça soit dans le cloud, dans le monde de l'informatique, le délai, quoi. Alors, si tu as un projet, tu veux normalement une date de livraison. Et c'est cette date de livraison-là, des fois, qu'on appelle délai. Donc, c'est-à-dire que je veux que tu me rends le projet ça, je veux que le projet dure dans combien de temps, ou bien je veux une planification qui me permet, par exemple, d'avoir la moitié telle date et de faire la terminaison dans telle date. C'est d'essayer de trouver une date où tu auras ton produit. Et aussi, pour finir, c'est la réversibilité. J'ai ajouté réversibilité parce que dans le monde du cloud, on parle, bon, c'est tout ce qui est stockage de données, tout ce qui est sauvegarde, etc. et tout. Imaginez, par exemple, Ousseynou voulait que j'héberge sa base de données pour lui, dans mes infrastructures. Et après, Ousseynou veut changer en disant que, bon, moi, je vais aller, par exemple, chez Ibrahim, quoi. Donc, Ousseynou, je dois lui donner du temps
pour qu'il puisse récupérer ces données, n'est-ce pas? C'est ce moment-là qu'on appelle le moment de réversibilité. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes en location, par exemple, chez une personne et que vous voulez quitter, vous n'allez pas quitter directement, en fait, le lendemain, non. Peut-être il va vous donner 3 jours et tout ça. Peut-être il va te dire que durant ces 3 jours-là, tu vas me payer 500 par jour, extra et tout, quoi. C'est pourquoi il faut demander toujours à la personne qui va te proposer une solution de te donner des exigences de réversibilité, des engagements de réversibilité. J'espère que c'est bon. Et si vous avez des questions sur les éléments CDC, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je pose des questions à propos de la réversibilité. Je n'ai pas bien compris à ce niveau. Ok, bon, la réversibilité, donc, merci pour cette question. La réversibilité, par exemple, vous savez, bon, lorsqu'on stocke des données quelque part, et si on veut changer d'entrepôt pour aller dans un autre organisme, on a besoin de récupérer ces données-là. La récupération de ces données peut prendre du temps, n'est-ce pas? Ce qui fait que avant de stocker tes données dans une entreprise, il faut lui dire, par exemple, de vous dire que lorsque je veux récupérer mes données, comment ça doit se passer? Tu vois, le fait que vous allez trouver un pacte ou bien qu'il vous parle de comment ça va passer en vous disant que si tu veux quitter là où je te stocke mes données, je vais te donner 30 jours pour récupérer ça, mais durant ces 30 jours-là, tu vas me payer ça. C'est l'engagement que vous allez avoir en fait au niveau de la récupération de quelque chose que tu as dans une autre entreprise, de manière simple. C'est bon? Ok, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux continuer donc. Ok. Bon, maintenant, on va parler maintenant quand même lorsqu'on veut répondre à un cahier de charges. Par exemple, maintenant, Ousseynou m'a donné son cahier de charges. Mais avant tout, avant de parler de ces éléments, il y a quelque chose qui est très important. Parce que des fois, les entreprises ou bien les clients ne font pas bien leur cahier de charges. Là, il faut le savoir. Et dans le monde du cloud, il y a deux choses qui sont hyper importantes. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement et l'accostage. C'est-à-dire que si Ousseynou n'a pas d'expert cloud dans son entreprise ou bien il n'a pas une personne qui comprend réellement les choses, Ousseynou peut venir chez moi en me disant que Gora, je veux que tu me fasses de l'accostage. C'est-à-dire, je veux que tu me dises, est-ce que l'application que je veux migrer dans le cloud est faisable ou pas? Ou bien, si je le veux, comment je dois le faire? C'est cette partie qu'on appelle accostage. Et l'accostage, maintenant, et c'est sur ça que je vais voir. Qu'est-ce que je vais voir, par exemple, dans le domaine, si c'est une application, que ce soit mobile ou web ou bien dans un site, je vais voir, est-ce que cette application peut être, est-ce que je vais, bon, mais je vais parler des termes un peu cloud, est-ce que je vais prendre l'application comme elle est et la migrer directement dans le cloud? Si je le fais, est-ce que ça va être rentable pour lui? Est-ce que ça va le coûter plus cher que ce qu'il avait? Je dois faire cette analyse-là. Est-ce que si je prends l'application et que je le fais de manière microservice, c'est-à-dire que j'essaie de refaire l'application ou le site web de manière microservice, est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera plus productif, etc. et tout? C'est pourquoi on vous dit que lorsque vous faites de l'accostage, par exemple, c'est hyper intéressant de faire ces analyses que je suis en train de parler et de passer sur ce qu'on appelle le 12 factor. Le 12 factor, par exemple, c'est 12 points qui vont te permettre, par exemple, de voir est-ce qu'une application, par exemple, extrait tous les services, est-ce qu'on peut les migrer, par exemple, des fois dans le cloud de manière simple. Parce que ce sont certains points. Si une application, par exemple, les répond, on peut facilement faire la migration vers le cloud de manière simple. Donc, après, vous pouvez vous documenter sur ce qui est le 12 factor. Et c'est hyper intéressant. Et ce que je vous explique là, principalement, c'est pas au niveau de toutes les entreprises, mais c'est comme ça que les gens fonctionnent. Parce que l'objectif de cette présentation, c'est pour essayer de démystifier certains points, quoi. Lorsque vous attendez une personne qui dit que non, moi, je réponds à des appels d'offres. Non, c'est juste des trucs que tu dois comprendre et avoir aussi les compétences techniques qu'il faut pour pouvoir les faire.
Mais dans le domaine du cloud, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous comprenez bien ce que je vous explique, vous pouvez les transverser vers vous pouvez les appliquer, par exemple, dans d'autres domaines. Il suffit juste de les adapter, quoi. Donc, c'est bon. Donc, ce qui fait que si le client n'a pas bien fait son cahier de charge, ça veut dire qu'il te manque des informations que tu n'as pas. Ça te manque beaucoup de choses. Là, maintenant, tu pourras aller rencontrer le client, lui demander plus d'explications. S'il y a des concepts techniques qu'il ne comprend pas, il peut vous mettre en rapport, par exemple, avec la personne la plus technique qui gère, par exemple, qui gère l'infrastructure et tout. Ça va te permettre quand même de mieux peaufiner ce que tu vas lui proposer. Parce que je vous dis, si tu ne comprends pas le problème de quelqu'un, tu ne peux pas le régler. C'est pourquoi il va falloir que tu essaies d'avoir toutes les informations qu'il faut. Il ne faut pas laisser de détails pour mieux. Parce que si on répond à un appel, si on répond à un cahier de charge et qu'on l'accepte et qu'on fasse tout ce qui est l'aspect technique, si ça ne marche pas, c'est à la personne qui a répondu à ce cahier de charge qui est responsable. Donc, c'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, il faut assurer que tu as toutes les informations qu'il faut pour pouvoir commencer le boulot. Donc, je pense que c'est bon. Je peux continuer? Il n'y a pas de questions pour l'instant? Oui, c'est bon. OK, c'est bon. OK, donc maintenant, lorsqu'on parle des éléments, c'est-à-dire que maintenant, Ousseynou a déjà mis en place son cahier de charge. Il me l'a donné. Ousseynou l'a bien fait. S'il l'a pas bien fait, par exemple, je suis déjà allé chez lui. Bon, il m'a déjà donné l'ensemble des informations dont j'ai besoin, etc. et tout. Donc, maintenant, je peux commencer à répondre son cahier de charge. Avant tout, il faut que je le lis. Il faut que je comprenne son cahier de charge. Et il faut aussi que j'assure que j'ai les éléments techniques qu'il faut, ou bien est-ce que j'ai les ressources techniques qu'il faut pour pouvoir en fait lui proposer une solution. Donc, et je me suis assuré à tout ça. Maintenant, je vais essayer de le répondre. Comment je vais le répondre? Avant tout, ce que je vais commencer à faire, c'est que ça va être un document Word que je vais mettre en place et aussi un document PowerPoint, peut-être, ou bien un document de présentation. Le document Word c'est ça qui va représenter le cahier de charge, les réponses du cahier de charge en tant que tel. Le document PowerPoint, en fait, c'est ça qui va te permettre de faire une présentation rapide à Ousseynou après tout ça. Donc, c'est ça, c'est la partie présentation, documentation. Maintenant, comment je dois faire? Je vais commencer par, je vais commencer par le contexte et les. Ça veut dire que il faut qu'il sache que moi, j'ai bien lu son cahier de charge et que j'ai bien compris. C'est pourquoi il faut que je précise encore une fois le contexte du projet et les attentes. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est important. Hein. C'est pas du tout important du tout. C'est quelque chose que les gens font des fois pour plus en fait mieux ramener en fait le contexte du problème, etc. et tout. Ça va servir de documentation à l'entreprise ou bien au client. C'est pourquoi des fois, c'est hyper bien de redéfinir le contexte de manière plus synthétisée et aussi redéfinir aussi les attentes. Vous voyez? Donc, une fois que ça c'est fait, et c'est pas une question, c'est pas une chose qui est obligatoire hein, dans un cahier de charge. Hein. Une fois que c'est fait maintenant, on va aller répondre l'offre technique. Ça veut dire qu'ici, on va lui proposer une solution technique. Par exemple, l'application de Ousseynou avait un problème de disponibilité. Par exemple, en fait, là, il ne faisait pas des sauvegardes, par exemple. Et Ousseynou voulait une solution qui lui permette de faire des sauvegardes. La réponse technique que je vais lui donner, ça va être une solution qui va faire des sauvegardes, etc., et du répliquage, etc., et tout. C'est ça qu'on appelle l'offre technique. Mais comment on répond ou bien comment on propose cette offre technique? Cette offre technique va commencer par une synthétisation ou bien un résumé de l'existant, de lui, de ce qu'il est, pour que la personne, lorsqu'elle va lire le document, il va voir en disant, ah, OK, moi, c'est ça que j'avais. Et vu que moi, c'est ça que j'avais, le gars, qu'est-ce qu'il va me proposer? Et après, moi, je vais faire quoi? Je vais lui présenter une architecture fonctionnelle. C'est-à-dire que
ce que je vais lui proposer, comment ça va fonctionner, quoi. Sans pour autant créer un truc technique, non. Par exemple, je vais lui dire que toi, c'est ça que tu as, mais maintenant, moi, ce que je te propose, c'est ça. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, du point de vue théorique, sans pour autant entrer dans les détails, parce que peut-être c'est pas une personne technique qui répond, qui va lire ce document, va comprendre à dire, ah, ok, donc moi, c'est ça que j'avais. Donc maintenant, c'est ça qu'on propose du point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que tu vas lui écrire ça, faire un peu des diagrammes, par exemple, des fois sous forme de workflow, pour qu'il puisse comprendre ça. Et autrement dit, par exemple, en UML, par exemple, des fois, vous voyez les diagrammes que vous faites. Il y a des diagrammes qu'on appelle les types de diagrammes qui existent. Tout ça, c'est dans l'aspect fonctionnel, pour que la personne puisse comprendre comment les composants communiquent et comment ça se passe réellement, avant même qu'on implémente la solution, avant même qu'on propose une architecture technique de l'application. Vous voyez? C'est ça qui représente l'architecture fonctionnelle. Parce que c'est ça qui va permettre à la compréhension de la solution que tu vas lui proposer. Mais maintenant, c'est deuxièmement maintenant que tu vas lui proposer une architecture technique. Maintenant, là quand même, maintenant, c'est technique, quoi. C'est là où tu vas représenter l'architecture intégralement avec la solution que tu vas proposer, avec ce que tu vas lui demander. Par exemple, si Ousseynou voulait migrer son application vers AWS, par exemple vers AWS, je vais lui faire des composants AWS, la communication, comment les composants vont communiquer, quels sont avec les noms des composants, etc. Et comment ça se passe. Par exemple, décrire les zones, mettre les lampes balanceurs, etc. Et tout. Mais n'oubliez pas que un cahier de charge, bon, des fois, c'est pas une seule personne qui répond, non. Par exemple, pour faire de l'architecture technique, là, il te faut une personne il te faut un architecte, quoi. Parce que là, je vais le présenter dans le métier du cloud. Dans le cloud, il y a des personnes qu'on appelle des architectes. Eux, si tu peux mettre en place une architecture, c'est eux qui vont te conseiller, c'est eux qui vont le mettre en place en te disant que c'est comme ça que tu dois faire la chose pour que ça marche. Tu peux avoir l'idée, mais comment on doit concevoir ça du point de vue architectural, c'est cette personne-là qui va te conseiller pour faire cela. Vous voyez? Donc, ce qui fait que là, il y a un architecte qui va intervenir par rapport à ce que tu vas choisir. Parce qu'au niveau de l'architecture fonctionnelle, là, tu vas dire que moi, c'est ça que je vais choisir. Imaginez que Ousseynou avait du VMware et moi, je te propose une solution sur AWS. Donc, au niveau il faut que je trouve une personne qui connaît AWS, qui pourra dire, par exemple, c'est ça l'avantage que Ousseynou, c'est ça que l'avantage, la solution que j'ai, c'est ça qu'il a comme avantage du point de vue fonctionnel que ce que Ousseynou avait. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi ici, il te faut des personnes qui comprennent ce que tu vas lui fournir. Et c'est eux qui vont intervenir ici. Donc, tu vas voir maintenant que c'est pas une seule personne, des fois, qui met en place un cahier de charge, quoi, dans le cloud. Des fois, il peut y avoir 2 ou 3 personnes, quoi. Parce que ça dépend du taille des projets, etc. et tout. Donc, maintenant, mais une fois que l'architecture technique est faite maintenant, il faut que la personne qui va lire ce document ou bien le client puisse comprendre l'ensemble des éléments techniques. Parce que tu ne peux pas venir mettre ton architecture comme ça, sans explication, sans description des éléments, sans dire, par exemple, c'est quoi un load balancer, c'est quoi ça. Par exemple, le client ne peut pas, si le client ne connaît pas cet environnement, etc. et tout, c'est pourquoi il va falloir lister l'ensemble des actions techniques qu'il faut. Aussi, réexpliquer tout ce qui est communication, les trucs techniques abstraits que le client ne pourra pas voir sur la structure, etc. et tout. C'est pourquoi je vous dis, il va falloir des personnes qui comprennent bien ces solutions-là. Et aussi, pour finir, il y a ce qu'on appelle les avantages. Parce que Ousseynou, il faut qu'il sache que maintenant, ce que je lui propose a énormément d'avantages. C'est-à-dire que Ousseynou va gagner quelque chose sur ce que je vais lui proposer. Il faut que Ousseynou puisse avoir ces informations. C'est pourquoi il faut que je lui montre l'avantage de ce que j'ai et les évolutions que son produit aura une fois que j'applique ce que je lui propose. Vous comprenez?
Donc, si vous avez des questions par rapport à ce point, vous pouvez me le dire. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Bon. Il y a des questions sur le chat ou pas? Je me rappelle, étudiant, okay. Il n'y a pas de questions? Je peux continuer. Bon, des fois, j'ai envie que vous parlez un peu, quoi. Que si vous pouvez activer vos micros, en fait, pour dire vos suggestions, s'il y a des choses à faire, hein, avant que je continue. Alpha? Oui, je suis en train de manger, quoi. Donc, affaire de tout couleur, quoi. Donc, c'est bon, t'inquiète. OK, donc, je peux continuer. Oui, allez-y. OK, cool. Bon, donc maintenant, on va aller au niveau. Donc, maintenant, tu as proposé le client une offre technique. C'est l'ensemble des choses que j'ai décrites ici. Par exemple, il faut refaire l'existant, proposer une architecture fonctionnelle, proposer une architecture technique. C'est en fait essayer de lister en détail les actions techniques et les avantages et les évolutions de la solution. Une fois que c'est fait maintenant là, on va passer à tout ce qui est offre financière. C'est-à-dire que ce que va coûter son offre. Par exemple, dans le cloud, il y a deux choses qui se passent. Par exemple, Ousseynou peut venir, par exemple, moi, toi, tu peux aller directement dans un fournisseur, ou bien moi, je suis un prestataire du fournisseur. Mais quoi qu'il en soit, par exemple, il y aura, bon, par exemple, mais la plupart, nous, on passe, si on passe chez un fournisseur, ce fournisseur-là doit te donner les offres financières qu'il a. C'est-à-dire que ce que tu lui proposes, combien ça va lui coûter de manière très détaillée. Par exemple, pour le cas de Cénou, avec son application qui veut migrer, il faut que je lui parle le stockage, combien ça va coûter, tout ce qui est réseau, comment ça va lui coûter, tout ce qui est monitoring, ça doit lui coûter quoi, infogérance, combien ça va lui coûter, et aussi s'il a des problèmes et qu'il veut que j'intervienne aussi, il faut que je lui parle de tout ça. Et si les prix aussi il y a une manière de calculer ces offres techniques-là. Il y a ce qu'on appelle, on peut faire les calculs par homme par jour. Par exemple, les personnes qui vont travailler sur le projet, on peut les facturer par jour. Ou bien, on peut faire une facturation en se basant sur des packs. Des fois, vous voyez au niveau des formations, bon, je prends le cas de Ousseynou, tu vois, il fait Golden, Premium ou bien Standard. Vous pouvez faire des offres sous ces formats-là ou bien proposer des offres par homme. C'est-à-dire qu'on facture par homme. Par exemple, on dit que on facture chaque heure tel prix. Ou bien on facture chaque homme par jour 800 € extra et tout ça. Tu peux faire cette facturation de cette manière. Bon, j'ai des exemples que je peux vous montrer, mais vu que c'est un peu confidentiel, je ne peux pas vous montrer ça, quoi. C'est pourquoi. Donc, la plupart, ça, on le fait dans un fichier Excel de manière très détaillée. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que la personne puisse comprendre comment ça se passe, le prix de chaque composant, etc. et tout. C'est ça qui va permettre au client d'avoir une visibilité sur les choses, quoi. Pour savoir, bon, combien ça va lui coûter, est-ce que ça vaut la peine qu'il aille là-bas, etc. et tout. Et deuxièmement, donc, une fois que je lui ai dit que, par exemple, moi, c'est ça que je te propose, et le prix, c'est ça que, mais par exemple, ici, j'ai inversé offre financière, c'est ça qui va venir en dernier lieu, hein, mais je l'ai inversé, quoi. Donc, mais offre financière, ça va venir dernièrement. Bon, mais j'en ai profité pour l'expliquer un peu, quoi, pour que vous puissiez avoir l'idée et ne pas se poser certaines questions. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle la migration. Par exemple, Ousseynou veut changer là où il a hébergé son application. Donc maintenant, Ousseynou aura besoin de savoir comment je dois faire cette migration. Par exemple, comment je dois gérer le déplacement de son application de là où il est et de là où je vais l'amener. Premièrement, il faut que je l'explique mon démarche, quoi, pour qu'il puisse bien savoir comment je compte y prendre. Ça, c'est important. Par exemple, il faut que tu dis qu'avant tout, je vais mettre en place une stratégie de marketing.
je vais mettre des personnes compétentes là-dessus. Je vais faire de telle sorte que lorsque je fais la migration, tes services continuent à fonctionner. Tu vois, il faut que je l'explique cette démarche-là. Une fois que c'est fait maintenant, c'est là où je vais l'expliquer, la méthodologie de migration, par exemple, comment je dois aller faire, quelle technique de migration je dois utiliser et quels sont les éléments que je dois migrer en premier, etc. Et comment je dois faire de telle sorte que son service continue à fonctionner au moment où je migre, ou bien je vais tout arrêter ou faire la migration. C'est là où je vais expliquer la méthodologie et les méthodes techniques que je vais utiliser, ou bien les outils techniques que je vais utiliser pour faire cette migration. C'est bon. Mais une fois que c'est fait maintenant, c'est là où on va maintenant mettre en place une planification. C'est-à-dire que tu vas lui dire que c'est avec le délai. Tu vas lui dire, par exemple, la migration va durer 2 semaines, ou bien va durer 1 mois, va durer 2 mois ou 3 mois ou 1 an. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Je vais commencer par faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Bon, désolé, hein, il y a mon ordi qui n'a plus de charge. Hein. Désolé, je cherche ça. Ok, c'est bon? Ok, désolé. Hein. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que, bon, la migration. Donc, ce qui fait que si vous répondez à un cahier de charge dans le domaine du cloud, s'il y a une migration à faire, par exemple, une application de manière générale, parce que des fois, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'éléments, mais il y a un contexte et les attentes qu'il faut redéfinir, proposer une offre technique, aussi proposer une solution de migration qui va contenir tous ces éléments-là. C'est bon. Et maintenant, une fois que c'est fait, vous allez présenter au client les personnes qui vont travailler sur ce projet. Parce que le client doit savoir est-ce que les gens qu'on va me donner sont compétents pour pouvoir travailler sur ce projet. Et c'est hyper important. Et pour qu'il puisse le faire, il va envoyer l'ensemble des personnes qui vont travailler sur ce projet, leur profil et leur CV pour que le client puisse avoir cet aperçu, quoi. Donc, c'est pourquoi vous devez faire aussi une présentation de l'équipe qui va bosser, c'est-à-dire que les gens qui vont intervenir sur ce projet. Donc, et aussi, il y a ce qu'on appelle l'infogérance, parce que la plupart des solutions cloud, ils ont besoin d'infogérance. Et lorsque je parle de ça, ça veut dire que de supervision, de monitoring, ça va ce qui se passe au niveau de la solution une fois que c'est déployé, comment on doit gérer le suivi, etc. Et tout. Il faut aussi proposer une solution d'infogérance, mais des fois, si l'entreprise ou bien le client a déjà une solution d'infogérance, il va falloir que tu lui proposes peut-être des combinatoires qui vont lui permettre, par exemple, d'adapter sa solution avec ce que tu vas lui proposer. Donc, actuellement, je vais essayer de faire. Et il y a ce qu'on appelle le SLA, c'est-à-dire que des engagements de service. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y a des engagements que tu dois prendre. En disant que je vais te donner une solution efficace. S'il y a des problèmes, j'interviens. Je vais te proposer une solution telle, 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 telle. Et même l'aspect standard, premium et tout, tu peux le faire par ici. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu lui présentes un engagement parce que c'est ça qui va le rassurer. En disant que s'il y a des problèmes ou bien s'il y a quelque chose, etc., tu m'avais dit que ce que tu me proposes, prends en charge cela. Donc, c'est ça qu'on appelle les SLA. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le respect du RGPD parce que dans le cloud, la réglementation juridique qui est au Sénégal n'est pas pareille aux États-Unis, n'est pas pareille au Sénégal. Donc, si c'est au Sénégal, il va falloir que tu lui dis que, par exemple, la solution que tu lui proposes respecte le RGPD. Même chose que si tu es en France, etc. et tout. Parce que tu ne peux pas stocker n'importe où tes données. Il y a des lois qui l'interdisent, quoi, comme le RGPD, etc. et tout. Donc, il va falloir que tu lui montres que toi, la solution que tu vas lui proposer respecte le RGPD. Et aussi, dire aussi que la solution, ça a des engagements concernant la confidentialité. C'est hyper important parce qu'actuellement, il y a des entreprises qui ont leur cloud et qui offrent des séries. Par exemple, Orange, Sonatel, par exemple. Eux, ils ont un data center. Eux, ils font d'hébergement, ils font du cloud, par exemple. Donc, eux, ils doivent vous montrer que
bon, on peut stocker vos données chez nous et on vous assure qu'il y aura une grande confidentialité et aussi le respect des RGPD. Et pour faire ça, ils vont vous donner des de ce qu'on appelle des attestations qui confirment cela, quoi. Vous voyez? Et aussi, les documents. C'est ce que je parlais, par exemple. Des fois, il y a des documents juridiques que tu dois envoyer au client, comme par exemple le plan d'assurance sécurité, le plan de qualité, etc. Et tout ça. Mais ça, sont des détails. Des fois, les clients, ils écrivent même ça, que j'ai besoin de tels documents qui justifient que vous êtes légal, vous êtes éligible à ça, vous respectez ça, etc., etc. Et tout. Donc, vous voyez, donc c'est l'ensemble de ces éléments-là que vous allez utiliser, que vous allez mettre dans votre cahier de charge lors d'une migration pour que le client puisse dire que non, j'ai rien à dire, il y a toutes les informations qu'il faut. Vous comprenez? Donc maintenant, bon, on fait une pause de questions maintenant. Et si vous avez des questions maintenant, là, on va les prendre. Parce qu'on a terminé la première partie. Et Gora, pouvez-vous... Oui. c'est super, hein? Donc, bon, merci beaucoup hein, pour la présentation. Nous avons appris énormément de choses. Hein? C'était super. Bah oui, j'ai essayé d'expliquer de manière générale. Hein. En tout cas, c'était super bien passé. J'espère bon, qu'il y, y a des questions. Oui, il y a des questions, donc vous pouvez regarder le chat. Bob, il y a quelqu'un qui me pose la question. Bonsoir, pouvez-vous revenir sur les deux points, sur les deux derniers points? Ok, les deux, bon, il a envoyé ça 22h08. Ouais, 22h08. Est-ce que tu peux allumer ton micro qui Pape Mayorofal pour poser ta question, s'il vous plaît? Pape Mayoro? Je pense que... C'est bon. Ok. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir, Goro, ça va? Ça va bien? Bon, je voulais que vous reviendrez sur les deux points concernant le contexte. Ok, ici, le contexte. Ouais, bon, oui. Contexte est quoi? Et attente. Ok, contexte et attente. Ok, si. Bon, ok, contexte et attente et quoi d'autre? C'était juste ça. Les deux derniers points. Non, contexte et attente et quoi d'autre? Parce que je n'ai pas bien compris la question, c'est pourquoi. C'est-à-dire que je te réexplique la partie contexte et attente et quoi d'autre? C'est ça seulement? Bon, donc, bon, pour ce qui concerne ce point, par exemple, c'est ça que je dis, que ce point, ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. Par exemple, des fois, il y a même des entreprises qui ne vous demandent pas tout ce qui est document, tout ça. Mais le contexte, par exemple, je dis, moi, je le conseille fortement. En fait, ça va permettre quand même toi-même de dire que est-ce que tu as bien compris ce que le client veut, quoi. Il faut que tu redéfinis le contexte et les attentes du client. C'est-à-dire que le client, des fois, il a des besoins fonctionnels et des besoins spécifiques. Il va falloir que tu définisses l'ensemble de ces besoins-là de manière assez claire et assez simplifiée pour pouvoir ressortir les contraintes qu'il avait. C'est ça qui va te permettre maintenant de mieux comprendre. Ça va aussi servir de documentation. Par exemple, si quelqu'un qui n'avait pas eu le temps de lire le CDC que le client avait fourni, s'il lit par exemple le compte et les attentes, il va savoir pourquoi nous avons demandé ce cahier de charge, ce réponse de ce cahier de charge, quels étaient les problèmes, quelles étaient les contraintes, quels étaient les besoins et quelles étaient les attentes. C'est bon? Et quel point d'autre tu voulais que j'explique encore une fois? Hein? Vous pouvez allumer vos micros, hein. Je sais pas. Ok, cool. Ok, bonsoir. Salut Biran, comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. En fait, je voulais savoir, ici au Sénégal, est-ce qu'il y a des structures qui font le cloud, qui ne sont pas des prestataires, quoi, mais qui font le cloud normalement, quoi, en fait.
Bah oui, oui, si. Bon, quand même, au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui font du cloud. Parce qu'actuellement même, c'est ça que je dis. Bon, et ça va me permettre quand même de rebondir, de rebondir sur ce que je disais. Attends, je vais essayer d'arrêter un peu la présentation. Donc, actuellement au Sénégal, pour vous dire vrai, hein, moi, c'est ça que je vous conseille. Hein, les gens qui sont en train de faire du télécom, les gens qui ont leur BTS, les gens qui ont, par exemple, leur truc réseau extra et tout, et qui ont du mal à faire quelque chose. Vous pouvez commencer actuellement à monter en compétence sur tout ce qui est cloud et DevOps. Parce que ce sont des trucs où tu as la possibilité de faire la pratique à côté. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des labs. Aussi, il y a beaucoup de ressources aussi. Et aussi, il y a beaucoup de communautés aussi dans le cloud. Et aussi, je vais le dire, au Sénégal même, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont ouvert, par exemple, des canaux dans le cloud. Et aussi, on dirait que tu as activé ton micro, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, au Sénégal, ils sont en train de se développer dans le cloud. Orange, il fait beaucoup de cloud. BNIP, ils font du cloud aussi. Et aussi, il y a certaines entreprises actuellement qui sont en train de faire du cloud, mais eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le cloud? Parce que là aussi, c'est bien de savoir, parce qu'il y a des métiers dans le cloud. Il y a le chef de projet, il y a le développeur, il y a l'architecte, il y a le SysOps. Actuellement, la plupart des entreprises, ils font du DevOps, mais aussi du stockage. Par exemple, ils sont en train de stocker leurs données dans le cloud. Les gens qui font du big data actuellement, la plupart des gens qui font du big data actuellement, ils utilisent du cloud. La plupart des gens aussi qui font du machine learning, des fois aussi, ils utilisent aussi du cloud extra et tout. Donc, c'est pourquoi je vous dis de manière simple, actuellement, bon, au Sénégal, peut-être, aller vers le cloud, bon, les gens qui partent vers le cloud, ça vient petit à petit, mais si vous commencez à monter en compétence actuellement, c'est sûr que vous allez trouver quelqu'un qui vous recrutera, quoi. Parce que des fois, on dit qu'il y a beaucoup, parce que des fois, actuellement, je vois beaucoup d'offres sur tout ce qui est DevOps, sur tout ce qui est machine learning, etc. et tout, et la plupart sont liés au cloud et tout. Mais quand même, pour dire simple, Innov, comment dirais-je là, IT for Life, eux, ils font du cloud. Donc, Orange, ils font du cloud, BNO IT aussi. Et plusieurs applications et plusieurs entreprises aussi hein, que je ne connais pas le nom actuellement. Super. Gore, il y a Birandiaï qui veut intervenir. Ok, ouais, ok, cool. Ok, Biran. En fait, c'est moi-même qui viens de poser cette question-là. C'était tout à l'heure, en fait. Ok, bah oui. Et pour ça, c'était donc, tout à l'heure, quoi. Ok, c'est cool. Sek, bon. Tu as quelque chose? Question, contribution? Bah oui, si vous avez des questions. Hein. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Modo. Donc, je tiens à vous remercier, surtout monsieur Diop. Il y a aussi monsieur Goro. Donc, moi, j'avais une question à poser concernant le cloud. Mm-hmm. Par exemple, vous avez dit que c'est intéressant aux entreprises de se migrer vers le cloud. Mm-hmm. Mais est-ce que l'entreprise a une possibilité, c'est-à-dire de se migrer vers le cloud tout en restant... Est-ce qu'elle peut avoir un système hybride et quelles sont les techniques qu'on peut mettre en place pour avoir un système hybride? Par exemple, bah oui. Être dans le cloud et en local en même temps. Si. Bon, oui, merci pour cette question qui est pertinente. Hein. Ça, je pense quand même, c'est la question que même le monde du cloud s'est posé depuis le début. Hein. Par exemple, comment on doit faire l'hybridation des choses. Au niveau de tout, par exemple, actuellement, lorsqu'on parle de cloud, il y a des fournisseurs de solutions cloud, par exemple, qui sont très connus, AWS, Azure et GCP. Exemple, tu peux avoir une partie de ton environnement sur AWS, par exemple, et une autre partie sur ton entreprise. C'est ça qu'on appelle en fait le fait d'hybridation. Et ça, par exemple, eux, ils fournissent des solutions, des techniques qui te permettent de faire cela. Donc, je pourrais prendre, par exemple, des exemples, mais quand même, j'ai un peu peur que est-ce qu'il y a des gens qui font AWS parce que les gens n'ont pas l'ensemble des informations. Mais ce que tu as dit, c'est possible. Et cette solution, ça existe depuis, quoi.
Ça existe depuis, quoi. Et beaucoup d'entreprises font ça. Et pourquoi même cette question d'hybridation? Parce qu'il y a une question de confidentialité. Par exemple, Orange, s'il voulait utiliser s'il utilise les services AWS qui sont aux États-Unis, Orange n'a pas le droit et ne prend pas le risque d'enregistrer sa base de données qui contient les numéros de téléphone, leur nom, leur mail au niveau de la base de données des États-Unis. Parce que ces données sont hyper sensibles et sont hyper importantes. Donc, Orange a besoin donc une base de données qui lui est interne et aussi le reste de ses services qui ne sont pas du tout critiques, il pourra les stocker au niveau de AWS qui est aux États-Unis. Je prends juste un exemple comme ça. Tu comprends? Ok. C'est bon? Oui, je comprends bien. Ok. Oui, il y a Ibrahim. Ok, bon. S'il y a d'autres questions, mais je pense qu'il y a Ibrahim Khalidullah qui dit une question très pertinente. Oui, au fait, j'aimerais savoir quelles sont les compétences de base pour se lancer dans le cloud computing. Bon, moi, de manière simple, je me dis que si on est, par exemple, parce que si on a, par exemple, un BTS, bon, Bac plus 3, dans le domaine de l'informatique ou bien du réseau, il nous suffit juste d'avoir de la motivation et une orientation pour devenir ingénieur cloud. Ça, je vais vous le dire. Pourquoi je vous dis ça? Moi, de base, je suis ingénieur en réseau de télécommunications et de réseau de base, quoi. Donc, et pourquoi cette motivation-là? Parce que le cloud, c'est juste des services que tu dois comprendre et comprendre leur fonctionnement. Tu dois avoir quand même un peu de base de réseau, un peu de base d'informatique, etc. et tout. Mais en montant en compétence sur des services cloud, tu verras que c'est facile, que tu appliques juste ce que tu avais compris. Il y avait parce que je t'explique un peu en fait en faisant de manière générale, tu vois pourquoi même les gens migrent même sur le cloud. Vous savez, d'habitude, les entreprises, quoi, de manière archaïque, ce qu'ils faisaient, quoi, pour créer le réseau, ils étaient obligés d'acheter, par exemple, leur base de données, créer le réseau, créer des VLAN, bon, créer des routeurs, etc. et tout. Mais maintenant, au lieu d'avoir maintenant tous ces, par exemple, au lieu de créer ta base de données, AWS te dit que, en te disant que j'ai tous les types de bases de données que tu veux, que tu peux interconnecter avec ton entreprise. Au lieu de créer une base de données chez toi, tu vas acheter le matériel, faire ta propre configuration, faire tout. Viens, tu vas faire un abonnement et tu vas me payer par mois avec une somme qui n'est pas du tout astronomique et tu peux gagner de l'argent. Tu viens, tu vois. Ce qui fait que, qu'est-ce que tu voudras, toi? Une personne qui saura comment on va déplacer une base de données qui est chez moi vers AWS. Tu vois, cette personne-là, c'est un ingénieur cloud. Lui, il connaît déjà comment marcher sa base de données. Donc, ce qu'il va apprendre juste, c'est quoi? Comment je vais interconnecter mon entreprise avec AWS, comment je dois stocker la base de données, pour quelle base de données je dois choisir, comment est la base de données, etc. Tu vois? C'est ça. Donc, ce qui fait que ce que tu vas faire, c'est juste avoir de la motivation, parce que je pense que tu es quelqu'un qui est dans le monde de l'informatique, etc. et tout. Et commencer à monter de compétences et avoir de l'orientation. Et l'orientation, c'est ça que je dis, par exemple. Il faut que tu aies une personne qui peut te dire que il faut commencer par ça. Par exemple, moi, je suis pro AWS et GCP. Donc, moi, je veux te dire que, donc, il faut que tu commences à monter en compétence sur AWS. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, bon, des gens qui sont déjà architectes sur AWS. Par exemple, des gens qui veulent mettre en place des architectures sur AWS, ou bien des gens qui veulent faire du développement sur AWS, des développeurs, ou bien des gens qui veulent faire des SysOps, c'est-à-dire de l'administration sur AWS. Et pour faire ces formations sur AWS, il y a la documentation qui est disponible sur AWS. Comment on fait les choses? Qu'est-ce que tu as besoin? Aller sur AWS, faire, par exemple, monter en compétence sur comment devenir un architecte, ou bien monter en compétence sur comment devenir un développeur, et c'est fini. C'est pourquoi je parle de l'aspect motivation et orientation. Parce que, par exemple, Ibrahim, par exemple, va vous dire que moi, je suis Azure. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui demandent des personnes qui sont des architectes Azure ou bien des développeurs Azure, etc.,
il va te dire que, bon, non, viens apprendre Azure, par exemple. Et c'est fini, quoi. C'est simple, c'est comme ça, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question et tout, mais Oui, du point de vue clair, technique, bah oui, bon, mais du point de vue technique, si on connaît seulement le monde de l'informatique, c'est quoi des adresses IP, comment on met en place des réseaux, les firewalls, comment ça fonctionne de manière théorique comme ça, pour monter en compétence, c'est fini. Tu peux devenir un ingénieur cloud AWS, tu peux devenir un ingénieur cloud Azure, OVH, GCP, parce qu'actuellement, les tendances sont Azure, AWS et GCP. Maintenant, c'est ça le cloud, quoi, de manière simple. OK? Bon, c'est bon, c'est clair. Hein? Bon, je pense okay, que bon, l'heure, on est au terme de notre webinaire. Je vous laisse, désolé, par exemple, partager des liens ou bien si vous avez des communiqués à faire passer. Voilà. Oui? Oh, oui. À quand il y a une formation sur l'administration Office 350, genre Microsoft Azure, quoi. Ouais, pourquoi pas? Après, on va contacter Gora et sa communauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, hein, très compétentes. Bon, en fait, moi, personnellement, bon, il y a Ibrahim qui est MVP Azure. Lui, lui, et pourtant, c'est un gars hyper. Moi, je me dis, moi, à chaque fois, ça que je me dis, en fait, au Sénégal, moi, je ne comprends pas, quoi. Il y a des gens qui sont hyper disponibles, hyper bien sur leur domaine, et qui sont, par exemple, eux, ils font chaque jour par exemple, le 22, eux, ils font chaque fois des meet-up, quoi. Ils font chaque fois des meet-up. Donc, mais tu vois, les gens, ils n'assistent pas, quoi. Et ces compétences-là, tu payes beaucoup d'argent pour l'obtenir. C'est pourquoi c'est compliqué. Et même après, bon, j'ai passé un conseil après, quoi, à la fin, quoi. Voilà. Donc, si vous pouvez passer les conseils. Ensuite, vous pouvez parler où est-ce qu'on vous trouve sur Internet. Bon, tes différents contours. Et s'il y a des comptes entreprises aussi, vous envoyez les liens. Après, je vais partager tout. Et bon, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Et merci encore. Non, t'inquiète. Si bon, en tout cas, je vais commencer avec le public qui est terminé avec Ousseynou, hein, parce que c'est ça qui est plus important pour moi. Je vous dis, vous savez, en fait, moi, je le dis moi à chaque fois, quoi. Ousseynou a un parcours qui est particulier, moi aussi. Moi, j'ai fait l'UCAD, j'ai fait un pays. J'étais pas destiné à être un informaticien, quoi, tu vois. On connaît tous l'UCAD, c'était pas facile. J'ai fait l'ESP. C'était difficile pour moi, quoi. Je pensais pas que j'allais en sortir, quoi. Et je suis venu en France. Tu vois, ce que je vais vous conseiller, c'est quoi? Il faut juste croire à vous et essayer d'avoir un modèle. Un modèle, ça ne veut pas dire un Bill Gates, non. Ousseynou, par exemple, c'est un modèle. Tu veux faire des formations, tu veux savoir comment faut faire, parce que Ousseynou, comment faut faire à moins de 5 ans, maîtriser plus de 5 langages de programmation. Ousseynou est un bon exemple. À chaque fois, il le partage. Vous lui demandez comment tu as fait Ousseynou, quoi. Ta Gora qui a galéré pour s'en sortir, tu lui demandes comment tu as fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour pouvoir réussir et savoir ce que tu vas faire réellement, c'est ce qui nous manque au Sénégal, c'est l'orientation. Il faut aller au niveau des forums, aller au niveau des présentations. Ces présentations, l'utilité, c'est quoi? Ça va vous permettre d'avoir une idée sur ce qui existe actuellement dans le monde de l'informatique. Et que vous allez savoir que, parce qu'actuellement au Sénégal, je fais de la télécommunication, je ne pourrais pas bosser, mais il n'y a pas seulement être un télécom pour bosser, quoi. Il y a beaucoup de choses. Actuellement, il y a DevOps qui est en train d'exploser, où il y a beaucoup de ressources. Tu peux devenir ingénieur DevOps toi-même à moins d'1 an, si tu le veux. Et tu te plains en disant que non, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas les compétences, les cours ne sont pas bien, les profs ne nous enseignent pas. C'est pourquoi il faut croire en vous, avoir de l'orientation et trouver un modèle. Et je t'assure, vous allez vous en sortir. C'est ça la chose la plus importante. Et Ousseynou, encore une fois, je le dis, hein, moi-même, tu es un modèle pour moi, en fait, quoi. Parce que je vois que tu fais énormément de choses, quoi. Je vous assure. C'est pas du tout facile ce que tu es en train de faire. Donc, il y a beaucoup de choses que tu es en train de réussir au Sénégal et je pense que ça va bien se passer, quoi. Parce que
tu fais partie des modèles. Tu es un modèle, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, tu as passé dans des chaînes, tu étais dans une chaîne pour échec, pour ne pas réussir, quoi. Et actuellement, je peux dire qu'il n'y a pas plus modèle que toi au Sénégal. Ça, je l'assume, mais je le dis. Donc, s'il vous plaît, donc, continue de nous inspirer, continue de partager, de faire les choses. Donc, et ça va. Bon, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Hein. Pour moi, c'est moi qui dois te remercier parce que ça, c'est une occasion pour moi de partager et aussi de pouvoir communier avec d'autres personnes, quoi. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Et merci. Bon, donc. Goro, super. Surtout le point de référence. Goro, merci beaucoup encore une fois. Hein. Et ça, c'est super. Vraiment, on a beaucoup appris vraiment de toi aujourd'hui, quoi. Donc, vous pouvez partager. Après, vous pouvez donner tous les liens de tous tes services, tout ce que vous offrez, toutes tes entreprises, tout ça. Vous pouvez aussi communiquer sur ça pour que les gens sachent actuellement. Voilà, il a une initiative, quoi. La communauté net. Voilà. Ah, ok, bon, c'est ça, bon, merci, hein, parce que moi, je suis le coordonnateur, bon, c'est moi qui a créé la communauté Telnet. Bon, voilà, vous pouvez nous voir sur Instagram, nous sommes là-bas, sur LinkedIn aussi, nous sommes là-bas, et sur Twitter. Donc, oui, on a pas mal d'abonnés. Sur Twitter, on est 2200 et quelques. Donc, sur Instagram, bon, ça râle, on est 2013, je pense. Hein. Donc, sur LinkedIn aussi, ça va. Hein. Mais quand même, bon, en tout cas, suivez les communautés. Il y a des gens bien, essayez de faire de belles... Parce que moi, aussi, c'est une belle rencontre que j'ai fait, hein, et je ne le regrette pas, quoi. Et c'est comme ça que vous pouvez connaître des personnes qui vous seront utiles, quoi. Donc, on a fait le webinaire avec c'est ça. C'est ça. Oui, c'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Et franchement, c'est une belle rencontre. Ok, bon. Et encore une fois aussi, bon, je vais faire un peu de pub, quoi. Voilà, parce parce qu'actuellement, je suis le CTO d'une entreprise qui s'appelle Balkhaoumi Service Group. Okay. Oui, on est dans plusieurs domaines. On fait tout ce qui est cloud, on fait sécurité, on fait des réseaux, du sauvegarde de stockage. Et aussi tout ce qui est contrôle d'accès, quoi. Surtout le contrôle d'accès, c'est-à-dire que si vous voulez des validations, bon, par exemple, voyer de terre, par exemple, tu valides pour pouvoir passer Stripe, nous, on fait ça aussi. Donc, si vous avez des marchés à nous filer, hein, moi, je suis preneur. Donc, merci Ousseynou encore une fois pour cette occasion. Hein. Et Ibrahim, t'inquiète pas, tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn. Bon, moi, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou bien sur Instagram, je vais vous répondre, quoi. T'inquiète pas. Super. Ok, merci beaucoup, Kai. Super. Gora, il est super. Hein? Il faut le suivre sur tous les réseaux. Il faut aimer, partager par son groupe aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est la manière de lui dire merci, en fait. Parce que moi j'ai un marché pour vous. Hein. Ok, c'est super. Hein? J'ai un marché pour vous. Hein? Ok, non, t'inquiète pas. Donc, ça sera un plaisir, quoi. T'inquiète pas, ok. Ok, pour les... Ok. Ça sera pour les portes automatiques, quoi. Ok, cool. Bon, après, tu m'écris sur LinkedIn. Ok? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci. Grand Ousseynou, merci. Merci beaucoup. Merci, Ousseynou. Merci, Ousseynou. Ok, bonne soirée à tous.